Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui met en lumière comment une bonne hygiène de vie peut devenir une véritable force motrice pour exceller, tout en restant aligné avec ses valeurs et en préservant sa santé mentale et physique. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans ce podcast, je vous invite à découvrir les coulisses de la réussite des dirigeants et des entrepreneurs. Ensemble, nous irons à la rencontre de ces leaders qui, derrière leurs performances, partagent leurs routines, leurs défis, mais aussi les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et aujourd'hui je reçois Élise Pilet, fondatrice de Bonjour Basile, une marque de vêtements inclusifs pensée pour s'adapter aux différentes morphologies des femmes. Dans cet épisode, on parle des limites qu'en tant que femme on s'impose encore trop souvent, syndrome de l'imposteur, perfectionnisme, besoin d'être experte pour se sentir légitime. On parle aussi de ce qui aide à revenir au présent et à apaiser le mental. Le sport, la méditation, permettent d'observer et mieux comprendre sa façon de penser. Élise nous partage également son parcours dans plusieurs incubateurs et ce que ses expériences lui ont apporté en posture, en confiance et en ancrage. Bonne écoute. Hello Élise. Bonjour Carole. Bienvenue dans le podcast. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Je suis ravie que tu puisses nous parler un peu plus de toi, même de ton super projet et qu'on puisse te découvrir un petit peu plus à travers cet épisode. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, alors je suis Élise Pilet, je suis styliste depuis plus de 20 ans et je suis la créatrice de la marque Bonjour Basile, qui est la première marque de pantalons qui s'adapte à la morphologie des femmes plutôt qu'à leur taille. Alors grâce à une innovation, c'est un nouveau système de taille et un réglage auto-ajustable à la ceinture qui s'adapte aux morphologies et à l'évolution du corps des femmes pendant toute leur vie. Je trouve que c'est complètement incroyable, ta marque et tout ce que tu prônes comme valeur. Et je trouve ça fou qu'avant, ça ait jamais été inventé, en fait. Alors, on a une particularité dans la mode par rapport à d'autres secteurs d'activité comme la cosmétique, par exemple. On va très rarement questionner les clientes. On propose des choses aux clientes, on propose des matières, on propose des coupes, sans vraiment s'intéresser à ce que cherche la cliente, à ce qui l'intéresse, à ses problématiques. Et là où en cosmétique, on a un vrai service marketing qui va faire des inputs, des insights, qui va développer des produits et qui les fait valider par ses clients. La mode, ça va beaucoup trop vite. On fait plus de 100 modèles par collection. Et du coup, on prend pas le temps en fait d'aller questionner les femmes. Et moi, c'est en allant questionner les femmes sur leurs problématiques avec les pantalons que j'ai fait beaucoup de découvertes. Du coup, tu as découvert le besoin en interrogeant ou tu avais déjà une idée quand même de base du principe de ce que tu voulais faire ? Alors la marque, elle est aussi partie d'une problématique que moi j'ai eue, quand, en postpartum, moi pendant ma grossesse, j'ai pris 20 kilogrammes et après pour trouver des pantalons adaptés à ma morphologie, ça a été très compliqué, parce que les marques en fait, elles ont l'habitude. Alors chez certaines marques, c'est une vraie volonté et puis chez d'autres marques, c'est une problématique de développement et de coût, mais la plupart des marques s'arrêtent au 40-42. Donc moi, j'avais déjà été confrontée à ce problème de ne pas trouver de pantalon à ma taille et à la fois un pantalon qui est confortable, qui me suit tout au long de ma journée, de mon cycle, et de ma vie de femme. Mais en fait, ça concerne pas que les femmes qui sont au-delà d'une taille 40-42. C'est aussi toutes les femmes qui font en dessous d'une taille 36, qui n'arrivent pas à trouver un pantalon à leur taille, qui sont obligées d'aller en rayon junior. Ou alors, plus de 5 millions de femmes qui font une morphologie qu'on appelle en X, c'est-à-dire elles ont un écart entre leur tour de bassin et leur tour de taille de plus de 30 centimètres. Moi, j'ai même mesuré une femme, elle avait 37 centimètres d'écart. Et en fait, c'est des femmes pour qui la mode n'a jamais réfléchi une norme des tailles qui leur est spécifique. Et elles sont toujours obligées d'acheter un pantalon qui n'est pas à leur taille et de le faire retoucher. Ah ouais. Et du coup, toi, avant de lancer Bonjour Basile, tu étais freelance déjà ? Oui, c'est ça. Ouais. Et sur ton parcours entrepreneurial, tu as vu quoi comme grande différence entre le parcours de freelance et là, tu es plus en mode start-up du coup ? Alors moi, en tant que freelance, c'est du service que je vends. Je m'adapte aux problématiques du client. Donc en tant que freelance, soit le client il a conscience de ses problématiques, soit avec lui, on les définit vraiment précisément. Et puis après, la mission, elle peut toujours aussi évoluer. Moi, mon parcours m'a amenée
à voyager, à aller mettre, des collections au point dans les usines, mais pour la production aussi. Je me suis occupée de développement de licences pour des marques, et je me suis occupée du coup, de management aussi dans les bureaux d'études, les collections et les prods. Donc j'ai fait aussi un peu d'achat, donc j'ai aussi ce parcours, assez vaste et assez 360. Mmh. Et après quand on veut développer une marque, alors une marque qui est innovante, bah, là du coup on se pose plus du tout les mêmes questions et on est obligé de faire, une étude de marché, faire, beaucoup plus de recherches. Moi je voulais pas créer une marque de mode de plus. Ouais. Ça c'était important pour moi. De pas, rajouter une nouvelle marque, non pas que stylistiquement j'ai pas quelque chose à raconter, parce que ça fait Mmh. 20 ans que je raconte des choses, mais je trouve que, le monde il a pas besoin d'avoir des vêtements en plus. Par contre, il y a des femmes qui ont une vraie problématique d'endométriose, de ventre qui gonfle beaucoup pendant leurs règles, ou alors, toutes ces femmes aussi qui ont une morphologie en X ou en 8 et qui ne trouvent pas de pantalon à leur taille, des femmes qui sont trop grandes. Mais quand je dis trop grandes, quand j'ai mené, l'étude, de marché, à mon niveau, hein, parce que je suis pas marketeuse, mais à mon niveau, quand je suis allée questionner toutes les femmes, elles se trouvent toujours trop ou pas assez quelque chose. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Ouais et j'ai trouvé que c'était, assez, bouleversant même à des moments de dire, «Ouais, mais moi je trouve pas de pantalon à ma taille, je suis trop grande». En fait, c'est la norme des tailles qui est pas assez Ouais, ou qui est oui. trop quelque chose. On se catégorise en fonction de ce qu'on nous vend et alors que c'est pas censé être comme ça, dans ce sens-là que ça marche, quoi. Exactement et du coup, on fabrique trop de vêtements et derrière, il y a pas, la cliente qui va Cible, ouais, voilà, qui va à qui rentrer ça dedans et va être aller, bien, à qui quoi. ça va plaire, et du coup, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en tant que start-up et après il y a aussi, beaucoup de recherche et développement dans une start-up. Moi, ça fait 1 an que je suis sur la marque, que, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai commencé à faire, mes protos, à, chercher des usines, à les faire essayer aux femmes et cetera, là, du coup, on est sur du temps un peu long, quoi. Voilà, Mmh. sur la start-up, effectivement. Et du coup, ton positionnement en étant parce que du coup, j'imagine qu'il est pas le même non plus. Ouais. Toi, comment tu as réussi à prendre ta place, dans ce poste de vraiment chef d'entreprise, dirigeant d'une start-up, aujourd'hui? Alors, c'est vrai que, du coup, dans la mode, il y a peu de marques, vraiment innovantes. On est souvent, sur de la technique, on est souvent plutôt chez les fabricants de matières ou alors on est plutôt, dans d'autres secteurs, qui sont liés à la mode, mais sur la chaussure ou sur le sport. Ouais. En fait, pour moi, il fallait arriver à trouver un équilibre entre la mode, parce que la marque, elle se veut, féminine et c'est pas parce qu'on a un pantalon confortable ou qu'on a un pantalon, innovant que, on peut pas être féminine dans des belles Mmh. matières, dans des belles couleurs et être, alors je dirais pas forcément à la mode, mais en tout cas, dans l'air du temps et dans le reflet d'une femme qu'on a envie d'être parce que, moi j'ai toujours dit que, s'habiller, c'était pas que se vêtir, sinon on serait encore en train de mettre des peaux d'animaux, sur nous. Mmh. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est revêtir un autre costume, avoir confiance en soi, être bien habillé. C'est des matins, arriver à affronter toute sa journée, quoi. Mmh. Ça, du coup, c'est la posture de la marque Ouais. et la posture de toi, en tant que personne, en Mmh. tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Parce que, nous, c'est vrai qu'on en a discuté, du coup, hier. On s'est connus, au tout début, de nos aventures, réseau, en Mmh. tout cas et l'idée, rien que de pitcher, même s'il y avait que 4 personnes à la table, Mmh. c'était quand même très Ouais. impressionnant et franchement, ça faisait peur et c'est vrai que moi, quand je vois, parce que tu as eu un parcours très riche, depuis, que tu vas nous raconter. Mais je trouve que c'est vraiment, incroyable la manière, dont tu parles, dont ta présence même, tu Mmh. vois? Je trouve que l'évolution est complètement dingue, quoi, en 1 an, quoi. Alors moi, j'ai été incubée pendant ça fait 1 an là que j'ai été incubée. J'ai intégré, les Premières Occitanie, qui est un réseau national, qui est, dirigé par Kelly Massol aujourd'hui là depuis, quelques mois. C'est un réseau, qui est spécifique, un incubateur qui est spécifique pour les femmes et justement, les réflexions au sein de l'incubateur, c'est qu'il y a une différence de posture, incroyable entre les hommes et les femmes. Mmh.
Les hommes, ils vont y aller, ils ont confiance, ils vont avoir un business plan, qui tient à peu près la route sur 3 ans, ils vont aller lever des fonds, ils vont aller faire un prêt, ils vont sans problème pour, 80-90 des hommes et les femmes et ben, c'est un petit projet, je vais lancer une petite marque, du coup, en termes de posture, c'est plus compliqué. Alors, qui a fait la poule, ou Ouais, l'œuf, au début? Est-ce que c'est les femmes qui se réfrènent ou est-ce diminuer, que c'est la société? Puis beaucoup de choses, hein. On parle aussi beaucoup de l'école aujourd'hui et de la posture d'enseignants ou mais bon, après tout s'est dilué, hein, dans la société. Ils le font enfin, personne ne le fait exprès forcément. Du coup, qui fait que, bah, ouais, les femmes, on a du mal à endosser le rôle de l'entrepreneur. Alors, j'ai envie de dire des fois aussi, l'image de l'entrepreneur qu'on a aujourd'hui, qu'on voit, bah, soit sur les réseaux, soit, partout, hein, mmh, dans les réseaux d'entrepreneurs et cetera. C'est un homme, qui a une quarantaine d'années, qui a beaucoup confiance en lui, qui croit à 100 dans son projet et on montre jamais ni les failles, ni les erreurs, ni les ratages, mmh, et bah, l'incubateur aussi, enfin les incubateurs, nous apprennent aussi à avoir une autre posture et à voir aussi que, non, on part pas du point A pour arriver au point B, sur une courbe, ascendante pendant, 3 ans et puis basta, voilà, ouais, c'est une ligne droite, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ratés, mais c'est comme ça qu'on apprend et on apprend plus des fois de ses erreurs que de ses réussites parce qu'on analyse ses erreurs, on n'analyse pas forcément ses réussites. c'est vrai. Et du coup, ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'on t'apprend en incubateur pour vraiment, prendre cette posture, gagner en confiance? Il y a des clés qui te sont données? Ouais, il y a des clés. Alors, il y a, tous les mappings, sur, la personnalité de l'entrepreneur. Est-ce qu'on est plutôt fonceur? Est-ce qu'on est plutôt, sur la réserve? Est-ce qu'on est plutôt timide? Est-ce que, on a une grosse confiance en soi ou pas? Pas forcément pour se changer, mais pour faire avec et pour arriver à avoir conscience de, soit ses limites ou de ses forces et ça, Mmh. c'est toujours un plus, en fait, en entrepreneuriat. Oui, après il y a tout un cycle sur la posture de l'entrepreneuriat, dans tous les incubateurs, qui, aide du coup à savoir où on est et après aussi à trouver l'alignement. Parce que monter une boîte, si on n'est pas aligné et si on n'a pas conscience de pourquoi et de ce qu'on veut défendre, Mmh. on peut aussi se perdre. Parce que, bah, ça va rejoindre un peu le thème d'aujourd'hui, c'est que, une entreprise, c'est aussi, le prolongement de ce qu'on est et que, en tout cas, on fera pas semblant longtemps, quoi. Ouais. Donc, on défend des valeurs, mais c'est aussi des valeurs quand même assez personnelles qu'on défend et avoir ce pilier d'alignement et d'ancrage et de se dire: «Bah, voilà, ce que je veux faire aujourd'hui, ce sera toujours ce que je voudrais faire dans 10 ans». Et se dire: «Ben, voilà, ma ligne directrice, c'est celle-là et si je veux pérenniser mon entreprise, si ça fait écho chez mes potentiels clients ou chez d'autres personnes, ben, du coup, c'est ce qu'il faut que je défende aussi dans 10-20 ans, quoi». Mmh. Je trouve que cette histoire de pourquoi, on en entend beaucoup parler dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas si évident que ça à Mmh. définir son pourquoi. Oui, Moi, je sais que, et je trouve que des fois on dit: «Il faut partir déjà avec son pourquoi très clair et ouais, cetera». Mais, pour moi, enfin, je sais que mon pourquoi, je commence maintenant à mmh, vraiment le conscientiser au bout de ouais, d'1 an de réseau et cetera, quoi. Je trouve mmh, que c'est pas forcément quelque chose qui doit être, inné sur le papier d'entrée. On connaît notre pourquoi mmh, absolument. mmh, Moi, je sais qu'au début, mon pourquoi, bon, bah, oui, j'ai envie d'accompagner sur le bien-être et cetera. Mais cette idée de rendre les choses le plus simples et durables et déculpabilisantes, elle est venue mmh, au fil des discussions, des échanges, des clients, de ce qu'ils ont pu me dire, les difficultés, les peurs rencontrées. Et c'est aussi toute cette richesse humaine qui peut aider à définir son mmh, pourquoi, quoi. Même si les valeurs sont là mmh, profondément. Et à passer aussi un peu des fois au-dessus du syndrome de l'imposteur parce que son pourquoi colle pas forcément, bah, avec les normes, avec ce qu'on entend et avec ce qu'on attend de mmh, nous. Et c'est pas toujours si évident que ça de l'affirmer haut et fort et de le proclamer, d'avoir assez oui, confiance pour le proclamer, quoi. oui. C'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, généralement, tout ce qu'on entend, c'est que tout va bien. Mmh. Et on a du mal à dire, «Bah, non, je me suis plantée là, en fait Ouais. et ça n'avance pas» ou «Bah, je me suis fait planter par, un fournisseur, je me suis fait planter par un prestataire» et c'est vrai que ça, on a tendance à le taire parce que, bah, c'est un peu
C'est un peu le mythe de l'entrepreneur, on a beaucoup ce mythe en France sur l'entrepreneur qui réussit tout, Mmh. alors ils ont leurs défauts aussi, mais aux États-Unis, par exemple, planter une boîte, c'est pas un Dévalorisant. échec. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup, même en faisant des erreurs, quoi. Ouais, c'est vrai que aussi sur tout ce qui est, la peur de dire, les échecs et cetera, on a l'impression enfin moi je sais que j'ai très vite l'impression que ça va impacter directement, ce qu'on peut penser de moi, Mmh, la qualité, de mon service, et que ça peut être délétère alors qu'au final non, ça rend plus vulnérable et ça touche et ça parle à mmh, beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se détacher, de ce regard-là. oui, oui. Ça, c'est vraiment pas évident. Surtout cet équilibre pro perso, toi, il y a eu des moments où, vraiment tu as senti que c'était compliqué? Comment tu arrives à gérer un petit peu, ce passage entre, boulot, vie de famille, Ça dépend des moments, mais j'ai envie de dire que, c'est quand même un peu tout le temps, quoi. C'est que à quel moment, je m'arrête pour, faire un break parce qu'il faut, avant d'être borderline et d'avoir envie de tout arrêter parce que c'est aussi décourageant des fois l'entrepreneuriat parce ouais, que, il faut une sacrée résilience, quoi. Être face à un problème, le résoudre, mais il faut pas se leurrer, quoi. L'entrepreneuriat, c'est que ça. Être face à un problème, le résoudre, être face à un autre problème, le résoudre, avoir un feu de forêt et l'éteindre, voilà, c'est que ça. Mais du coup, c'est quand même assez épuisant d'avoir sans arrêt, que des problèmes à gérer et à résoudre, à se poser aussi plein de questions sur comment on le résout ouais. et à se demander sans arrêt si on a fait le bon choix. Et du coup, bah, ouais, c'est un peu tout le temps quand même qu'il faut, alors arriver à prendre du temps pour soi et puis j'ai envie de dire aussi la jauge, elle est personnelle à chacun et ça, c'est un enseignement que j'ai, des derniers mois. Ça sert à rien de se pousser, jusqu'au bout et de se dire: «Oui, mais lui, il fait pas comme moi. Lui, il Mmh. travaille encore, moi, j'ai arrêté là». La comparaison, Ouais et on est tous différents et aussi on ne retient que ce qu'on a envie de retenir de la vie de l'autre ou que ce qu'on voit, en que fait. ce qu'on voit, ouais. Et ouais, peut-être que lui, il est encore en train de travailler, mais peut-être qu'il a pris une pause de 4 heures entre midi, voilà. Ou alors qu'il a commencé qu'à 10 heures du matin, quoi, voilà et ça, du coup, on le voit pas, en fait. On voit que le fait que, ouais, mais moi, je suis en train de prendre du temps pour moi et lui, non, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il ira plus vite, qu'il ira plus loin, qu'il y arrivera, en fait. Mais c'est important, de trouver des moments pour soi. C'est important de trouver des moments pour sa famille et c'est important de trouver pour soi le juste équilibre, qu'il nous faut entre notre boîte et notre vie personnelle, sans oublier qu'on est aussi une personne. Alors ça veut pas dire que j'y arrive tous les jours ou que mais je crois que je suis en train d'arriver à me décomplexer, d'aussi prendre du temps pour moi parce que si aujourd'hui je suis entrepreneuse, c'est pas pour travailler Oui, du matin au soir, de se crever, c'est pas la vie que je veux, en fait. Alors je travaille énormément. mmh, Sans vouloir avoir l'air de me justifier, mais c'est aussi moi, je fais ce métier aussi comme ça pour être libre mmh, et si je suis, moins bien, ou que j'ai moins la possibilité de prendre du temps que si je suis salariée, bah, ça m'intéresse pas, en fait. mmh. Cette liberté, elle a un coût parce qu'on n'est pas libre, du soir au matin, Oui, voilà. Mais il y a libre d'autres de, inconvénients qui vont avec. choisir ses horaires, de, pas travailler un jour, mais de travailler un week-end, de voilà et sans la culpabilité qui va en face, ni dans un sens ni dans l'autre. Mmh mh. C'est-à-dire je ne vais pas culpabiliser de travailler un week-end s'il le faut vraiment, mais c'est OK avec ma famille, c'est OK avec moi. Mais je vais pas non plus culpabiliser de prendre mon vendredi, Si parce que, besoin, voilà quoi, oui. mmh. Parce que c'est pour ça que je fais ce métier comme je le fais, en fait. Et pour prendre soin de toi, tu as identifié, des actions, simples et qui vraiment t'aidaient à tenir le coup et qui te faisaient vraiment du bien? Alors moi, je nage pas mal et ça la l'eau Ouais, l'eau, c'est vraiment un ouais. élément qui me fait vraiment du bien, quoi. Je fais de la natation, là, j'ai un peu arrêté, mais je faisais du surf aussi à C'est Palavas. vrai? Ouais Trop bien. et bon, c'est du surf, tranquille, hein, c'est pour apprendre et c'est pour, prendre 1 heure pour, ne penser que à ce qu'on est en train de faire. Voilà Mmh. et autant la natation, je trouve que quand je ressors de là, ça m'a permis de, trier des idées, de mettre des choses de côté parce qu'en nageant alors oui, je pense à ce que je suis en train de nager, mais il y a aussi cet état de l'esprit, qui Un peu divague un peu. méditatif, un peu, Exactement, qui s'en va un peu et qui voilà. Mais par contre, pendant le surf, je n'ai pas le temps
de réfléchir. Mmh. Parce que, je suis en phase d'apprentissage et du coup, il faut vraiment que je mette les mains là Hyper où il faut. focus, Il faut que je regarde la vague, comment elle arrive. Il faut que donc je suis obligée d'être là, à l'instant présent et ça fait vraiment du bien. ah ouais. Mmh. Ça, c'est vrai que, tu vois, j'avais pas forcément identifié ces, 2, parce qu'on est tous les 2 dans des activités physiques, mais les 2 ont un rapport, par rapport à l'esprit, j'ai envie de dire, qui est Mmh. complètement Mmh. différent, Mmh. en fonction que si c'est automatique et là, tu te laisses porter et que Oui. ça permet aussi aux pensées. C'est intéressant, du coup, de Mmh. vraiment combiner les 2. Et ça est-ce que tu le lis, du coup, vraiment au sport ou, au phénomène d'apprentissage? Moi, je dirais que c'est plus parce que je suis en phase d'apprentissage d'un côté et pas de l'autre. Ouais, Parce que si, j'étais en phase d'apprentissage de nage, par exemple, ouais, ça serait pareil. bah, je serais obligée d'être vraiment concentrée sur, comment je pose le bras, comment je flotte, comment Mmh. je Ouais, ouais, ça ramène vraiment au moment présent, en ouais, fait, et c'est des moments ouais, qui t'ancrent, oui, quoi. oui. Tu as identifié, d'autres leviers qui te permettaient, bah, d'être bien, de prendre des temps vraiment que pour toi? La méditation aussi, Ouais? c'est puissant la méditation. Ouais, ouais, il y a eu des études, hein, qui montrent que, il y a un changement radical dans le cerveau aussi, sur, les émotions, sur, le fonctionnement lui-même, en fait, du cerveau entre quelqu'un qui médite et quelqu'un qui médite pas. Mmh. Alors, j'essaye de méditer au moins une fois par semaine, 20 minutes, Ouais. c'est déjà pas mal, voilà. Écoute, tu le fais, J'essaye ça pas de mérite me d'être fait, hein. culpabiliser, voilà, c'est ça. Avant, j'étais dans un cercle de méditation Ouais, et là, ça fait un moment que j'y suis pas allée du coup. par manque de Mais temps, c'est ouais, par manque de temps parce que, bon, c'est des horaires aussi, qui conviennent qui pas. conviennent pas forcément, mais ouais, c'est fort aussi la méditation, Mmh. ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et tu l'as abordé, un tout petit peu, le fait de différencier, pro, perso, mais aussi, dans le perso, la famille, les amis et Mmh. vraiment, soi en tant que personne. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'avant, d'être à ton compte comme ça en mode start-up, tu avais déjà identifié ce truc-là ou pas spécialement? De prendre soin de moi en tant que personne, Ouais, avec, pas à ce point-là, je ouais. dirais. Ouais. Si je pense que en fait, ce qui m'a fait identifier le fait que, j'avais vraiment besoin d'avoir du temps pour moi, c'est cette culpabilité. Alors, je pense que je suis pas sûre, je sais pas, hein, si un homme culpabilise autant qu'une femme Mmh. de, partir de la maison, être souvent en déplacement, partir à l'étranger pour, voir des usines, ouais, je dirais cette espèce d'impression que la femme, elle doit être bonne partout, quoi. Mmh. Si elle est pas il faut qu'elle soit une bonne mère, il faut qu'elle soit, bien habillée mais pas trop, il faut qu'elle prenne soin d'elle mais pas trop, il faut qu'elle soit pas mince mais pas trop, il faut que, Faut être au milieu, quoi. voilà, toutes ces injonctions-là, pas tous les jours ça. Et je trouve que c'est aussi, amplifié quand on est à son compte parce que, ben, le temps on a beaucoup moins de temps quand on est à son compte que quand, on est salarié. Salarié, ouais. Même si je travaillais aussi beaucoup quand j'étais salariée, mais une fois que la porte elle est fermée, le week-end elle est fermée, quoi. Mmh. Voilà. Là, ben Il y a plus de porte close. moi ça fait 5 ans presque que je travaille en freelance, ça fait 5 ans que j'ouvre mon ordinateur tous les jours, tous les jours. Peut-être pas le dimanche non plus, mais pas pris de vraies vacances, Depuis depuis 5 ans? longtemps, quoi. Ah ouais. Ah bah, à fermer l'ordinateur et à jamais l'ouvrir de la semaine, non, non. Mmh. Ouais, non. Et c'est quelque chose qui te manque ou tu sens que la passion permet ça? Alors c'est vrai que moi j'ai la chance quand même de faire un métier où, j'ai jamais eu l'impression que je travaillais, quoi. Tu te régales, Ben, franchement, ouais. Je dis pas, ça va être stigmatisant peut-être, hein, mais je suis pas comptable. Mais après peut-être il y a des comptables qui disent: «Ils ont qui pas l'impression s'éclatent de aussi, travailler non plus», ouais. hein. Mais c'est vrai que j'ai la chance du coup de faire un métier, que moi je trouve hyper cool, hein. Il y a plein de gens à qui ça plairait pas, mais c'est vraiment une passion, quoi. Donc j'ai pas l'impression de travailler à ce point-là. Voilà. Mmh. Ça dépend des tâches, hein, aussi, hein. Ouais, Il y a ouais, des tâches qui bien sont sûr, moins il y a pas sympas que d'autres, hein. que Mais du coup, effectivement, ça permet quand on aime vraiment son métier, je pense de pas de moins couper, ouais, quoi. ouais, ouais. Parce que ouais, c'est compliqué. Et tu sens qu'il y a une, fatigue des fois qui peut s'installer ou niveau énergie, tu arrives à régulariser? Alors, tant que j'étais freelance, ça allait, mais là, du coup, une start-up, de la prod, de la R&D, c'est beaucoup et Ouais, là, je sens que je vais avoir besoin, en fait, de couper, pour de vrai, ouais, que là, c'est autre chose. Là, c'est beaucoup plus de pression, ouais. c'est, avoir des clients en face en B2C.
c'est avoir, des retours, c'est, un produit manufacturé quoi, que je fais. Puis les Et du enjeux coup on est financiers qui c'est sont pas les mêmes exactement ça, aussi, quoi. exactement, ouais. Donc là par contre, là je vais prendre des vacances. Ouais, c'est prévu, Ouais, c'est c'est calé? prévu, c'est calé. Ouais, ouais, c'est prévu, c'est calé là et sans l'ordinateur par contre. Ah ouais. Ouais, Ça, c'est bien de pas ouais, le prendre parce que sinon c'est compliqué de oui, résister, oui, ouais, on se dit: «Ah, il y a un petit trou, ouais, on exactement. va y aller quand Ouais, même». oui. Si on fait un peu la jauge de la confiance en soi, du doute, des choses comme ça, entre, avant en tant que freelance et maintenant, en tant que start-up, tu vois des différences ou pas? Alors moi je trouve que, je sais pas si c'est le mode start-up ou si c'est le mode, freelance. Ouais. Je pense que là enfin, je peux pas isoler Bon, je on peut peux pas être d'entrepreneuriat dans la globalité aussi, hein. je peux pas isoler, le freelance. Disons que quand j'étais en freelance, que freelance, j'étais un peu dans ma zone de confort, quoi. Parce que grosso modo, c'est des choses que je fais depuis longtemps. Non pas qu'aujourd'hui, c'est, pas des choses que j'ai fait, mais il y a quand même énormément de choses que j'avais jamais fait de ma vie. Mmh. Études de marché, un business plan, analyser un solde intermédiaire de gestion, un compte de résultat, pitcher devant, 60 personnes, aller voir des banques, demander des prêts, à taux zéro, aller voir, des incubateurs comme le BIC. Tellement de choses en fait que j'avais jamais fait de ma vie. Monter un site internet, Et qui sont pas en plus dans ton cœur de métier, et ouais, et ouais. Donc du coup, tout ça mis bout à bout, ça m'a à la fois déstabilisée complètement à des moments et après j'ai aussi découvert que j'avais beaucoup de ressources, beaucoup plus que ce que je pensais et mine de rien, avoir été incubée au 1er Occitanie, au BIC et avec l'accélérateur MBS, j'ai aussi rencontré des coachs, des personnes, qui m'entourent encore aujourd'hui et qui, c'est eux, en fait, qui me font prendre confiance en moi et qui me font prendre conscience que j'ai de la ressource, en fait et mmh. à des moments où, je dis que ça va pas, que je sais plus comment faire, que j'y arriverai pas, que, ça marche pas ce que je fais. Eux, en fait, ils me regardent puis ils me disent: «Mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait, quoi». Ils te permettent un peu de prendre un peu de recul, Ouais, ouais. Bon, j'ai souvent aussi tendance à me dire, «Non, mais c'est parce que je suis sympa et qu'ils m'aiment bien qu'ils me disent ça». mmh. Voilà et puis après je réfléchis, puis je me dis: «Non, mais quel intérêt ils auraient à me dire ça?» Et quand j'entends de la part de plusieurs personnes, ça fait, longtemps que j'accompagne des entrepreneurs, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui en 1 an arrive à faire tout ce que tu as fait et que je l'entends plusieurs fois, bon, à un moment donné, j'y crois, quoi. Ouais. Voilà et ça fait du bien aussi. Mmh. Mmh. Mais alors c'est marrant cette réflexion de: «Ah, c'est parce que je suis sympa», parce que j'ai eu un peu la même, moi je discutais avec une personne récemment et je lui disais enfin voilà, moi j'ai toujours peur que mes clients ils soient déçus ou Mmh. que machin et dans les retours, bon c'est jamais négatif, tu vois? C'est toujours, positif, mais tu vois? Je me dis: «Ouais, mais ça se trouve c'est juste qu'ils osent pas, qu'ils sont Mmh. sympas et Oui, tout» et il y a ce oui, vrai biais, je trouve, je pense qu'une fois de oui, plus c'est oui, assez féminin quand même, oui, de, toujours se chercher des excuses à pas accepter que, bah, si c'est peut-être vraiment bien ce oui, qu'on propose, oui, ouais. c'est terrible ça, hein? Bah, le syndrome de l'imposteur dont Oh tu là parlais tout là, à l'heure, ouais, donc moi ça fait 1 an du coup que je suis accompagnée, qu'on apprend énormément de choses quoi et on a un pôle d'experts, donc on retrouve des c'est fois génial, hein. suivant les incubateurs, il y en a que j'ai retrouvés entre, les 1ers Occitanie et le BIC Ouais, et du coup et donc on a les mêmes coachs, on apprend énormément, on a des boards, des slides et cetera et puis c'est vrai qu'il y a quelque temps, je me dis, bah, je sais pas, une fulgurance, une idée qui me passe dans la tête quoi et je me dis: «Tiens, moi, je pourrais accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses, leur donner des conseils, pas, lancer un incubateur, mais voilà, un peu de puis je mentoring, me dis quand même, ça c'est pas parce que tu as fait 2 incubateurs que tu es légitime et que tu es une experte pour faire ça et puis 3 jours après, je vois un post, quelqu'un que sur LinkedIn et bah, lui c'est un homme et bah, lui il lance, un accompagnement, de exactement ça, start-up, quoi. voilà. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, les femmes qui osent et qui Oui, osent pas et les ouais, hommes qui qui voilà, fonce et qui ils ont fait pas oui. besoin d'être experts dans un truc. Ça veut pas dire qu'il le fait mal, hein, c'est Ouais, pas ce que je ouais, suis en ouais, train de dire. C'est juste que moi je me suis tout de suite dit: «Tu n'es pas experte dedans, ouais. ne le fais pas». Bah, lui il fonce.
On en parlait, dans le dernier podcast avec Mélanie sur ce truc de devoir avoir l'impression de pouvoir être, meilleur, plus, avoir l'impression de devoir se justifier ses Mmh. compétences tout le temps, beaucoup plus Ouais. qu'un homme en tant que femme, Mmh. quoi. Ça, c'est terrible, Mmh. mais même de nous à nous, ouais, sans Mmh. même de dire que Mmh. c'est quelqu'un qui peut l'imposer ou quoi, mais c'est vrai qu'on a toujours on en revient un peu à ce jamais, pas assez. Oui, Pas assez ou ouais. trop, quoi. C'est un peu le syndrome de l'élève parfaite et c'est ce qu'on apprend à, déconstruire avec, le lean startup, ou le design thinking. Comment les startups, elles ont été créées, toutes, c'est en faisant, en allant se confronter au marché et surtout le premier produit, il faut en avoir honte. C'est ce que Mmh. tout le monde dit. C'est ce que tous les incubateurs nous disent, c'est ce que tous les coachs nous disent. Le premier produit, vous devez si vous n'en avez pas honte, c'est que c'est trop tard pour le mettre sur le marché. Mmh. Doctolib, ils ont changé, 6 fois de concept. YouTube, quand ils ont commencé, l'interface était pas terrible et puis il y a une vidéo des 2 fondateurs où ils disent: «Non mais on a 30 vidéos sur notre site, il y a personne qui va venir quoi. Jamais, ça marchera pas, ça Ouais. marchera jamais». Et en fait, on se rend compte que, bah, toutes les startups, elles marchent comme ça et on fait un 1er produit, un prototype. On va voir notre marché, on essaye, ça plaît pas, qu'est-ce qui plaît pas? On va demander ce qui plaît pas, demander ce qui plaît et c'est comme ça que, petit à petit, on arrive à accrocher la cible. Mais penser que, du jour au lendemain, on est, Airbnb, non. Mmh. Ou qu'on est, Quand on va sortir un truc parfait, exactement. Parce qu'Airbnb, ils ont commencé comme ça, en fait. Ils ont commencé à faire des photos, un site internet. En fait, c'était le premier concurrent du Bon Coin des États-Unis mmh. et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui plaisait à leur cible, c'était les photos, des belles photos d'appartements et c'est ça qui leur donnait envie de louer un appartement. Donc là, ils ont appelé des photographes, ils ont fait faire des photos d'appartements new-yorkais et à partir du moment où ils ont compris ça, mais ils y sont allés, ça a pas duré une semaine, quoi. Ça Ouais, a duré, des années, 1 quoi. an, 2 ans, quoi. Mmh. Mmh. Et donc du coup, toi, tu t'es fait incuber par, 2 incubateurs, Mmh. un, exclusivement féminin et un Ouais, plutôt mixte? plutôt masculin même. Ah ouais? Bah, alors l'innovation et la start-up, c'est plutôt masculin. Ouais. Ouais, ouais. C'est, bah, la tech hein, l'IA, l'informatique, c'est quand même plutôt masculin et on était 2 filles sur, 7 projets Ouais. et ouais, après, que des hommes et que des équipes d'hommes, surtout. Mmh. Mmh. Et tu as vu, en plus ou en moins, tu as vécu les choses différemment de fait, qu'il y ait cette mixité ou non, ou pas? Je dirais que c'est pas différent, Ouais. non. C'est suffisamment difficile, de lancer sa boîte, on est tous pleins de doutes. Sur certaines choses, pas sur toutes, mais et il y a surtout beaucoup de bienveillance. Vraiment, Mmh. dans tous les incubateurs, hommes, femmes, on se tire jamais dans les pattes, il y a jamais, non et on a fait l'inauguration, ils sont venus, non franchement c'est hyper bien, hyper bien. C'est que ça doit être Ouais, une belle c'est expérience. une super aventure humaine, hein, de lancer une boîte. Qu'est-ce que tu as Mmh. appris sur toi, cette dernière année? Qu'est-ce que j'étais très résiliente. Ouais. Voilà, j'allais dire très, puis je voulais dire assez, non, je suis très résiliente. Ça m'énerve qu'on me dise que c'est pas possible et on m'a dit: «C'est pas possible», la semaine dernière. Bah, là, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible. Mmh. Voilà. Ça, j'aime pas quand on me dit: «C'est pas possible». Tu vas au-dessus des limites. Ouais. Après, peut-être, hein, qu'un jour, je dirais, «Bah, non, effectivement, c'est pas possible», mais je sentais que c'était possible, quoi. Je le Ouais. sentais. Il y a une place, pour l'instinct dans ton parcours entrepreneurial? Alors, je suis un peu contrôle fric, moi, hein. Ouais. Ouais, un peu trop. Mais par contre, oui, je dirais que, j'essaye de baliser, mais de pas trop non plus. Ouais. Quand on rencontre des gens, on essaye de faire confiance aussi, à l'humain. Mais, par exemple, une usine, on voit rapidement quand même si c'est des gens, qui, Sur qui tu peux compter, ouais, sur qui tu peux compter ou pas. On essaye de faire confiance. Maintenant, on met quand même des garde-fous. Il y a un contrat qui est fait avec l'usine. Il y a, un contrôle qualité qui va être fait en sortie, Est-ce que des fois, tu as eu l'impression que, parce que tu étais une femme, on essayait un peu plus de te la faire à l'envers ou des choses comme ça? j'ai pu sentir à des moments du conseil à la papa. Voilà, un Mmh. peu à l'ancienne, vous verrez, et qu'on n'aurait pas fait un homme. Ouais. Mais peut-être plus rarement Ce à quoi tu que ce que t'attendais? je ouais, ouais.
Globalement non, mais c'est arrivé un peu, Mmh. ouais. Toi, aujourd'hui, tu as 2 enfants? Un enfant, Un une enfant? fille. Mmh. Une fille. Est-ce que, tout ce parcours-là, ça fait revoir aussi ta manière, d'éduquer, ce que tu voulais transmettre comme valeur à ta fille? Ouais, alors je trouve que c'est important du coup qu'elle voit que maman travaille beaucoup. Je trouve que c'est un modèle qui est important en fait à montrer à ses enfants et puis aux générations qui arrivent Mmh. et qu'il faut rêver grand en fait. On fait pas un petit projet. Ouais. Mmh. Moi, ça, j'avoue, On ça commence petit, ouais, bien sûr. on sécurise, on avance, mais on le fait parce qu'on a envie que ce soit plus grand quoi. Mmh. Mmh. Moi, j'avoue que les petits collés partout, ça me gonfle aussi, Ouais. même si effectivement, hein, j'ai pas eu une grosse boîte ou Mmh. quoi, mais Mmh. tu dis, en fait, d'entrée, tu en train de minimiser ce que je Ouais. fais, Ouais. c'est pas réglo, quoi. Ouais. Et surtout ce qui est, elle, sa propre, confiance en elle, posture, tout ça. Ben, on travaille, hein, mais bah, je me retrouve assez, en elle quand j'étais petite, quoi. C'est Ouais. pas une enfant qui a vraiment beaucoup confiance en elle, mais on travaille dessus. Mmh. Mmh. La légitimité. Alors la légitimité, on trouve le fric, hein, Ouais. donc moi, si je suis pas blindée, je pars pas. Quand, quand je joue à la belote, moi, si j'ai pas, 80 des atouts, je pars pas. Donc c'est moi, en fait. Je pars je joue toujours souvent avec mon meilleur ami en binôme et lui, il part en slip, toujours. Mais Mmh. toujours. Donc ça va quand j'en ai un peu, mais sinon, et du coup, bah, moi, mon rapport au risque et mon rapport à la légitimité, c'est un peu ça. Ouais. Alors, à un moment donné, je voulais trop me pousser et me dire: «Non, mais lui, là-bas, il est en train de faire pareil que toi, mais lui, il est en train de prendre des risques de ouf». Oui, mais c'est pas moi et du coup, c'est Mmh. pas OK, en fait et ben du coup, c'est pas grave. Je fais en fonction de moi. Alors ça va commencer peut-être plus petit, mais moi, je vais prendre le temps et puis c'est pas parce que lui, il part et que ça a monté que peut-être, bah, ça va redescendre aussitôt parce qu'il y aura un problème. Sauf que moi, du coup, je l'aurais maîtrisé et c'est mieux pour ma santé mentale, c'est mieux pour mes nuits, c'est mieux pour, mon stress, c'est mieux pour tout, quoi. Ouais. Bah, la légitimité, alors j'ai envie de dire que la légitimité quand même par rapport à mon travail, à mon cœur de travail, personne la remet en question de l'extérieur. Moi, je peux la remettre un peu en question des fois, mais quand même, je me dis: «Ça fait 20 ans que tu fais ce boulot-là». À un moment donné, c'est vrai que j'ai pu me dire: «Je vais faire un petit proto, je vais faire un petit patron et puis l'usine fera que mieux que moi» et en fait, c'est Mmh. pas le cas et puis après, je me suis dit: «Bon, je vais faire un petit proto et puis je vais aller voir une modéliste, elle fera que mieux que moi» et puis c'est pas vrai et puis là, en 5 jours, 4 jours, je fais mieux que les 2. Et du coup, je me dis: «Bah, en fait, d'une, la R&D, elle est pour toi. Ouais. Il y a que à toi qu'elle peut appartenir et la légitimité, du coup, elle est que à toi». Et là, du coup, ça remonte, ma légitimité, même si, bah, après je me pose plein de questions. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça, c'est bien la bonne façon de le mettre au point et cetera? Ça gonfle ma légitimité à chaque fois. Mmh. Je pars pas de zéro, mais j'étais pas non plus à 100 ou à 90, quoi. Ouais. Voilà. Mais en fait, je trouve que je grandis avec les échecs et avec les erreurs et avec, parce que c'est mon erreur, hein, d'avoir dit, «L'usine fera mieux que moi», hein. J'ai perdu Mmh. 6 mois, hein, là, hein. Mais j'en ressors que, bah, OK, l'enseignement, c'est que Ouais. c'est à moi de le faire et moi, je le fais mieux. Du coup, Et mon confiance en toi, enseignement, quoi. c'est ça. Voilà. Mmh. Ouais. Parce qu'on pourrait presque différencier, 2 légitimités, la très technique, sur tout ce Mmh. qui est partie couture et Mmh. cetera, et celle plus, globale sur Ouais. l'entrepreneuriat, Ouais. et le fait d'être chef d'entreprise, quoi. Ouais. Alors après, il y a, toutes les leçons qu'on nous dit, le commercial, c'est au fondateur de le faire, ça, c'est au fondateur de le faire, ça, c'est au fondateur de le faire. Après, bah, tu oui, tu trouves que écouter le client, être au cœur du développement du produit et écouter le client. Mais Ouais. après, s'il y a des choses, qu'il faut, déléguer parce que, c'est trop difficile ou se faire accompagner, si la compétence, elle est pas directement dans le fondateur, on va chercher la ressource. Mmh. On l'abandonne pas, ça veut pas dire qu'on laisse la personne partir avec, toutes les connaissances et tout, et se débrouiller avec, le secteur d'activité qu'on lui délègue, mais faut être là, quoi. Ouais. Oui, il y a une autre question qui était intéressante, c'est, et qui est assez en lien avec tout ça, c'est le rapport au regard de l'autre. Il me semble qu'on l'a abordé un peu Ouais. hier, comment le regard de l'autre, peut nous impacter, peut, Bah, on s'imagine toujours que l'autre, a une piètre opinion de soi-même, ouais. enfin de nous. Ouais.
Je pense alors, en tout cas moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, hein, parce que pour en parler, autour de moi, on est toujours et puis en ayant fait de la méditation aussi, on est toujours, beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres et en méditation en tout cas dans le courant que je fais là de méditation, c'est être un ami à soi-même et est-ce que tu parlerais comme tu te parles à un ami? Mmh. Et non, jamais. Ouais, Jamais tu lui diras: c'est «Mais, très violent, pourquoi t'as fait ça? Mais tu te rends compte?» Non, on lui dirait: «Mais c'est pas grave, t'as essayé. C'est déjà tellement bien d'avoir essayé. Tu vas faire autrement, tu vas trouver une solution. Viens, on s'assoit, on note, ce que t'as fait de positif». On valoriserait, quoi. ouais, On est tellement dur avec soi-même, ouais, ça c'est terrible. et ce que les autres ont dans la tête, on le saura jamais. Sauf s'il verbalise quoi, mais se projeter dans la tête de l'autre et de se dire: «Bah, non, il va penser ça, en fait. Il va penser que je suis vraiment nulle et que ça va pas du tout, il reviendra jamais, il me pose» enfin, je pense qu'on est à 1000 lieues d'imaginer ce que les autres ont dans la tête et je sais pas ce qui fait qu'on a ce biais-là, en fait, Ouais, d'aller toujours, voir le négatif, la ouais, critique, le ouais, reproche, ouais. Alors je crois que c'est un biais, du cerveau et que c'est, le et qu'en plus quand on a commencé à faire ça, ça devient une habitude pour le cerveau et c'est plus facile pour le cerveau d'aller à ce chemin-là, mmh, que du coup il faut arriver à le déshabituer. déshabituer et à prendre un autre chemin quoi, qui est la bienveillance envers soi-même. Ça t'arrive du coup à le mettre en place? Oui, de plus en plus, de plus en plus. Via la Mmh. méditation Via du la coup? méditation, bah oui. Mmh. La méditation, ça aide aussi à, conscientiser ce qu'on est en train de faire et à des moments je pense que c'est tellement un biais de se dévaloriser ou de pas avoir confiance en soi, que du coup, on a même plus conscience qu'on est en train de le faire, comme Mmh. la nage un peu Ouais. et que du coup, et ben, il faut arriver à faire du surf et à apprendre par un autre chemin, quoi. Du coup, à prendre conscience que non, on n'est pas en train de faire le bon geste et qu'il faut essayer de faire différemment Mmh. et ça, ouais, la méditation, ça aide beaucoup. Et du coup, tu peux développer un peu ta technique de méditation parce que, ça a l'air, hyper intéressant Mmh. et très riche, Mmh. d'apprentissage et c'est vrai que quand on connaît pas trop la méditation, on pense au fait de s'asseoir et de penser à Ouais, rien, c'est ça, alors que c'est pas ça du tout. Alors, moi, c'est, la méditation selon, Chogyam Trungpa, qui est un maître, bouddhiste, qui a été, poussé dans les années 70 à partir, et à aller aux États-Unis par le Dalai Lama pour, aller, répandre, la méditation et le bouddhisme, en Occident et donc il a développé toute une technique de méditation. Donc concrètement, on s'installe un coup fin, sur un coussin. On croise les jambes sont toujours, en dessous enfin les pieds sont toujours en dessous des les genoux genoux, et des hanches et on pose ses 2 mains, une main sur chaque, cuisses. cuisse et après il y a plein d'exercices mais la posture principale, c'est celle-là. On baisse le regard, on a les yeux ouverts parce qu'il faut aussi être conscient de Son tout ce qu'il y a environnement. autour. Mmh. Parce que dans ce courant de méditation, Shambhala, c'est pas fermer les yeux pour rentrer en soi-même. C'est être conscient du monde aussi qui nous entoure. Donc on baisse les yeux et on regarde à peu près à 1 mètre devant nous. On respire normalement et là c'est le laisser aller aussi. Et quand il y a une pensée qui arrive, on dit pensée, on la chasse et on se remet à attendre qu'il y ait une autre pensée qui arrive parce que Trungpa, il le dit en fait, c'est que les pensées, elle va arriver, la prochaine pensée, elle va arriver. Le but, c'est pas de lutter contre ces pensées, c'est d'être là et d'être conscient d'être là et d'être dans l'instant présent. Après, dans le cheminement, de méditation, il y a des moments où, par exemple, on va faire ce qu'on appelle un scan corporel. Il y a plein de techniques de méditation et il y a de la méditation aussi, laïque, hein, qui le fait. Donc ça va être, partir du pouce, de ses orteils Mmh. et de ressentir chaque contracture, chaque, endroit qui nous fait peut-être mal, un pli du pantalon et à chaque fois, du coup, qu'on se rend compte qu'il y a un muscle un peu bah, du coup, tout de suite, il se relâche et on fait ça jusqu'à, aller au bout de nos doigts et après monter jusqu'aux cheveux, quoi et après, voilà, il y a plein d'exercices différents. On fait aussi de la lecture et c'est aussi des discussions et ça, je trouve que c'est hyper, alors ça, c'est les discussions, c'est quand on va au séance mais il y a une lecture, du maître, Shambhala devant tout le monde et puis après on se met en petit groupe de 2 ou 3 et là on parle
et on parle de comment ça a interagi avec nous, qu'on en a pensé, ce qu'on en a pas pensé, est-ce que ça résonne? Alors il y a des fois c'est très personnel, il y a des fois c'est très, philosophique, il y a des fois et c'est toujours avec bienveillance et pendant ce moment-là, en fait, on a chacun 5 minutes pour parler. On n'interrompt jamais l'autre. On peut hocher la tête, on peut voilà, mais c'est tout et au bout des 2 fois 5 minutes, on se remet tous ensemble et Scan corporel, c'est intéressant. Moi, c'est un exercice que je conseille, souvent, surtout le soir quand il y a beaucoup de mmh, rumination mentale, mmh, qu'on a du mal un peu à décrocher le cerveau mmh, et je trouve qu'effectivement revenir dans le corps et dans ses sensations, ça aide à vraiment oui, couper et à faciliter ouais, l'endormissement, quoi. ouais. Ça, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment très Mmh, intéressant, mmh. et du coup, c'est des méditations guidées, du coup, la plupart du temps? Il y a de la méditation guidée quand il y a l'exercice de scan corporel ou quand, on va faire quelque chose sur la respiration, mais la plupart du temps, en fait, on fait, 2 séances de, 20 minutes et non, elle est pas guidée la méditation, normalement, le maître, ne dit rien. Mais par contre, il y a, toujours cette lecture, et cette discussion après autour d'un texte ou, mais c'est pas le but, c'est pas de faire que de la méditation guidée, quoi. Mmh. J'avais passé, alors je sais plus comment ça s'appelle, ma première ceinture jaune, quoi, on va dire, hein, de méditation Shambhala et on passe, une journée entière à méditer, des sessions de 20 minutes, les unes après les autres. On fait des pauses Ceinture jaune? de Non, 10 c'est pas minutes, ceinture quoi. blanche, ça? Non, c'est le 1er ça. Et on fait des pauses les unes enfin, quand on fait 20 minutes, on fait une pause, on fait 20 minutes, on fait une pause, on fait 20 minutes, on fait une pause toute la journée. Ah, moi, j'allais dire quel enfer, mais non. C'était intéressant. Ouais. Ouais, j'ai pas fait la deuxième, hein, mais c'était intéressant. Ouais. La deuxième, c'est quoi, 2 jours? Non, je sais pas après la deuxième ce qu'il y a. Non, non, je pense que c'est une journée, mais peut-être que, c'est plus long. Ouais, les C'est des rythmes sont méditations de 20 différents. minutes, c'est le minimum, hein. Ouais. Il y en a qui méditent pendant 1 heure, quoi. Je dirais la santé du dirigeant, c'est, un sujet qui est de plus en Mmh. plus, au cœur, enfin mis en lumière en tout cas. Dans les incubateurs, c'est quelque chose qui est abordé ou pas? Alors la santé mentale Ouais. du dirigeant, elle est abordée parce que, on est accompagné, justement, sur, comment on gère nos émotions, comment, il faut rester aligné, comment, il faut prendre du temps pour soi, arriver à s'analyser, à voilà et puis, si le dirigeant va pas bien, c'est toute la boîte, en fait, qui va pas bien Mmh. et ça peut remettre, en cause, complètement un projet, hein. On en a vu, hein, des startups, s'arrêter du jour au lendemain parce que, le dirigeant n'allait pas bien, quoi, donc on est mis en garde quand même là-dessus, mais après il y a pas, voilà, c'est vraiment focus sur la santé mentale. On parle pas d'hygiène de vie, quoi. Ouais, Voilà. et oui, il y a pas d'accompagnement Non, spécifique là-dessus, non, Tu sens que c'est quelque chose qui commence à émerger ou pas du tout? on n'en parle pas. OK. On n'en parle pas parce que, quand on est en phase d'incubation, on a tellement de choses à apprendre Ouais, que tu as pas le temps pour ça en que, plus, quoi. C'est pas la priorité, dans la tête en tout ouais, c'est cas. pas forcément, une bonne chose, mais c'est vrai que c'est pas la priorité et que c'est malheureusement ça n'a on commencera à se poser la question quand ça ira pas trop, quoi et quand on sera un peu border. Mmh. Ouais, ouais, c'est souvent ça un peu le Ouais, danger, ouais, et c'est vrai qu'on nous apprend beaucoup à encaisser, encaisser, ouais, encaisser et ouais, sans mettre, en avant l'importance de la prévention ouais. et de Mmh, c'est mmh, dommage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais. ce mais bon, dans beaucoup de domaines, hein, de toute Oui, façon, oui, ça et c'est en lien aussi avec l'idée de performance, oui, d'exigence, de toutes ces oui, choses oui. qu'on peut s'appliquer, quoi. Oui, parce que ça veut dire quoi la performance, en fait? Ouais, Est-ce que la performance, ça veut dire, vendre, 500 pantalons en 6 mois? Ou est-ce que la performance, c'est, aller bien, avoir trouvé une bonne usine et être, fier de ce qu'on a réalisé même si, on en a vendu que 100 quoi? mmh. Mmh. Alors c'est ma petite question de fin. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, Elise, ta définition de la performance? Mais la performance, je trouve que tout de suite, c'est très sportif, c'est très haut, très vite, très loin. Mmh. Mais en entrepreneuriat, je trouve que ça veut rien dire parce que très vite, très haut, très loin, C'est pas forcément durable. ça peut être un orbite tel que tu es allé tellement vite, tellement rapidement que, tu pas écouté ton client, tu t'es pas écouté, t'as pas analysé, tes échecs ni tes réussites, tu sais pas où t'es et tu sais pas pourquoi t'es là Mmh.
Et du coup, ça veut tout dire et rien dire en entrepreneuriat, la performance. Je trouve que même ça a pas de sens, en fait, de parler de performance en entrepreneuriat et en start-up. Ce qui compte, c'est l'équilibre, quoi, entre résoudre une problématique, avoir trouvé le bon produit qui résout la bonne problématique pour la bonne cible. Et c'est ça, en fait, entreprendre. Product market fit, c'est arriver à trouver le produit qui rentre dans le bon marché. Et si t'as pas ça, avoir une performance, ça sert à rien, quoi. Tu peux avoir fait fabriquer 1000 pantalons, OK, c'est une performance, hein. Mais tu personne en face. Ton produit, en fait, il répond à qu'une problématique. Mmh. Il y en a plein, hein, des startups, hein, comme ça, qui, ils Dans ont une sa super forme, idée. Ils ont une idée de génie, quoi. Ouais, mais sauf que ça résout rien, en fait. Et c'est ça que les gens, ils veulent, en fait, c'est qu'on résolve un problème. Alors dans la mode, il y a des fois, c'est un peu compliqué de se dire, voilà, c'est pas que du technique, quoi. Ouais, oui, parce qu'il y a un côté très artistique Et ouais, aussi, ouais. Mais il y a un côté aussi à réfléchir dans la tête, quoi. C'est que à qui on veut ressembler quand on achète une marque. Mmh. Et ça résout ce problème-là, du coup. Merci pour son partage. Ben merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Élise? Écoutez, vous pouvez retrouver Bonjour Basile sur, les réseaux, Insta, Facebook et TikTok. TikTok, Et tu t'y es mis? ouais, TikTok aussi et sur bonjourbasile.fr. Et toi, on peut te contacter s'il y a une question ou Ouais, quoi, alors je suis sur LinkedIn à Ouais. Élise Pilet et sinon, via le site internet. Et la dernière question du podcast, qui c'est que tu aimerais entendre, sur ce podcast? Je trouverais assez cool qu'il y ait, la directrice des premières Occitanie, de Montpellier, Lucie Vial, OK, qui vienne. trop cool. Bah, Mmh. merci pour la recommandation, Je t'en prie. j'irai la contacter. Merci Alice pour tout ce que tu nous as partagé, pour cette Merci à discussion toi. et à bientôt. Ouais, à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir le projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur LinkedIn où je partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!